Nous n'avons plus besoin de toi. Mon fils Ethan a écrit ce SMS après que j'ai finalisé les paiements pour le nouveau manoir de ma belle-fille Sophia. Ce même manoir qu'il m'avait convaincu de payer brique par brique au cours des 8 derniers mois. Chaque dollar qui quittait mon compte bancaire. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque prêt que j'ai signé, tout cela était pour cette maison qu'il considérait désormais comme exclusivement la leur. J'ai lu le message alors que la confirmation du dernier virement bancaire était encore ouverte sur l'écran de mon ordinateur. 5 000 $, le dernier paiement, celui qui fermait ce chapitre d'aide inconditionnelle que moi, Catherine Miller, avais apporté à mon fils unique parce que je croyais que c'était ainsi que l'on construisait une famille unie. J'ai fixé ces mots sur l'écran de mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris une profonde inspiration et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place, comme une pièce de puzzle trouvant enfin sa juste position après des années passées à être forcée au mauvais endroit. Nous n'avons plus besoin de toi. Qu'il est facile de rejeter la personne qui vous a tout donné. Qu'il s'avère simple de claquer la porte une fois que l'on a obtenu ce que l'on voulait. Qu'il est pratique d'oublier d'où venait l'argent qui a payé chaque centimètre de ce manoir avec sa pelouse soignée, sa piscine et son garage pour 3 voitures. Mes doigts ont bougé presque par instinct. J'ai répondu avec à peine 3 mots. 3 mots qui, à ce moment-là, ne portaient pas le poids qu'ils allaient acquérir très bientôt. Pas de problème, mon fils. J'ai envoyé le message et j'ai posé le téléphone sur la table. Ethan n'avait aucune idée de ce que signifiait cette réponse calme, sereine, totalement dépourvue des supplications ou du drame qu'il attendait probablement de ma part. Il ne savait pas qu'un plan prenait déjà forme dans mon esprit. Une réponse qui ne comprenait ni larmes ni supplications, mais quelque chose de bien plus efficace. Je me suis levé du canapé et je suis allé dans la cuisine. Je me suis préparé une tasse de tisane à la camomille avec le même calme que celui avec lequel j'avais lu son message. J'ai bu la première gorgée, laissant le liquide chaud me réconforter, puis j'ai repris mon téléphone. Cette fois, je n'ai pas composé le numéro d'Ethan. J'ai composé un autre numéro, celui que j'avais enregistré sous le nom de Jonathan Davis, mon avocat et un vieil ami de la famille. Jonathan a répondu à la deuxième sonnerie. « Catherine, comment vas-tu ? Cela fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Jonathan, j'ai besoin que tu examines des documents pour moi. C'est urgent. » Il y a eu une pause. Jonathan me connaissait depuis plus de 20 ans. Il connaissait ma voix. Il connaissait mes intonations et il a définitivement remarqué que quelque chose avait changé. Quel genre de documents ? Ceux du prêt hypothécaire que j'ai signé pour la maison de mon fils. J'ai besoin de savoir exactement quel droit j'ai sur cette propriété. J'ai entendu Jonathan prendre une inspiration à l'autre bout du fil. Il avait été l'un des rares à m'avertir d'être prudente lorsqu'Ethan était venu me voir avec cette proposition il y a 8 mois. L'un des rares à me dire de tout mettre par écrit pour protéger mes intérêts, de ne pas faire aveuglément confiance simplement parce qu'il s'agissait de mon fils. Catherine, donne-moi 1 heure. Je vais tout passer en revue et je te rappelle. Merci, Jonathan. J'ai raccroché et je me suis rassise. La maison était silencieuse. Ma petite maison, celle que j'avais partagée avec mon défunt mari pendant 30 ans, celle qui avait vu grandir Ethan, celle qui n'était jamais assez bien pour Sophia, mais qui avait toujours été suffisante pour moi. Les murs étaient pleins de souvenirs, de photographies d'époques plus heureuses, de moments où mon fils me regardait encore avec amour et non avec la froideur calculatrice qu'il avait apprise de sa femme, Sophia. Rien qu'en pensant à elle, ma mâchoire se crispait. Depuis le jour où Ethan l'avait présentée à la maison, je savais qu'il y avait quelque chose en elle qui ne me plaisait pas. Ce n'était pas son apparence, qui était sans aucun doute magnifique. Ce n'était pas sa façon de parler, polie quand cela l'arrangeait. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se cachait derrière ses sourires parfaits et ses étreintes mesurées. C'était de la pure ambition. Une ambition sans limite, sans scrupule, sans la moindre trace de gratitude ou d'humilité. Mais j'étais restée silencieuse. J'avais souri. J'avais accepté parce qu'Ethan semblait heureux. Parce que mon fils avait choisi cette femme. Et moi, en bonne mère, je pensais que mon rôle était de le soutenir inconditionnellement. Comme je me trompais. Comme j'étais aveugle de ne pas voir qu'un soutien inconditionnel sans limite claire n'est pas de l'amour, mais de la complicité dans sa propre destruction. Le téléphone a sonné exactement 52 minutes plus tard. Jonathan était toujours ponctuel.
Catherine, j'ai des nouvelles. Es-tu assise? Je suis assise. Le prêt est entièrement à ton nom. Tu es la détentrice légale de l'hypothèque. Ethan et Sophia apparaissent comme bénéficiaires de la résidence, mais techniquement, tant que le paiement total n'est pas effectué et que le transfert officiel de la propriété n'est pas fait, tu as des droits importants sur cette maison. Tu as payé 60% de la valeur totale jusqu'à présent. C'est exact. Je viens de faire le virement pour le dernier paiement de cette phase. Attends, tu as dit que tu venais de faire un paiement il y a 1 heure? De 5 000 $? Jonathan, sais-tu un instant? J'ai entendu le bruit de papier qu'on remue. Catherine, d'après mes calculs et ce que je vois dans les documents que j'ai ici, il manque encore 40% de la valeur totale de la propriété. Ces 5 000 $ que tu viens de payer couvraient la dernière mensualité convenue de la première phase. Mais il reste environ 120 000 $ en suspens qui devaient être payés au cours des 6 prochains mois. J'ai senti un petit sourire, presque imperceptible, commencer à se dessiner sur mes lèvres. Et que se passe-t-il si j'annule mon engagement à payer ces 40% restants? Il y a eu un long silence. Jonathan a immédiatement compris où ma question voulait en venir. Si tu annules les paiements en attente, la banque saisira l'hypothèque. Ethan et Sophia devront trouver un financement par eux-mêmes pour couvrir cette dette, sinon ils perdront la propriété. Sachant que la maison est évaluée à 300 000 $ et que tu as déjà payé 180 000 $, ils devront trouver 120 000 $ en très peu de temps ou faire face à une expulsion. Et Catherine, en les connaissant comme je les connais, je doute fort qu'ils disposent de ce capital ou de la cote de crédit nécessaire pour obtenir un prêt d'une telle ampleur. De combien de temps disposerait-il? La banque accorde généralement un délai de grâce de 48 heures pour régulariser les impayés dans le cas d'hypothèques de grande valeur. Après cela, elle lance la procédure de saisie, qui peut prendre entre 15 et 30 jours selon l'État. Mais l'avis d'expulsion peut arriver bien plus tôt. 48 heures, 2 jours. En 2 jours, mon fils et ma belle-fille, qui venaient de me dire qu'ils n'avaient plus besoin de moi, allaient être confrontés à la possibilité réelle de perdre le manoir de leurs rêves, leur symbole de statut. Leur petit palais construit avec la sueur et les larmes d'une mère qu'ils avaient rejetée comme si elle n'était rien. Jonathan, peux-tu faire quelque chose pour moi? Tout ce que tu veux, Catherine. Je veux que tu appelles la banque demain, dès la première heure, et que tu annules formellement mon engagement pour les paiements en attente sur cette hypothèque. Je veux que tu rendes cela officiel par écrit, avec toutes les formalités juridiques nécessaires. Catherine, es-tu absolument sûre de toi? Ils vont souffrir. Ils vont faire face aux conséquences de leurs actes. Ils vont apprendre que les gens ne sont pas jetables. Ils vont comprendre que le respect et la gratitude ne sont pas facultatifs dans les relations familiales. Ma voix résonnait avec fermeté, plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il n'y avait aucun doute dans mes paroles, aucune hésitation. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de prendre une décision en puisant dans ma propre force, et non par peur de perdre l'amour de mon fils. Je le ferai demain à 9 h du matin. Je te tiendrai informé de chaque étape. Merci, Jonathan. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien, Catherine. Cela me fait simplement plaisir de voir que tu imposes enfin des limites. Ton mari serait fier de toi. Ces derniers mots m'ont touché plus durement que je ne m'y attendais. Mon mari, mon cher mari, décédé il y a 5 ans et qui me disait toujours qu'Ethan avait besoin d'apprendre la valeur d'un dollar, la valeur de l'effort, la valeur des choses qui ne sont pas données mais gagnées. Comme il avait raison. Comme il me manquait à ce moment-là. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé l'écran. Il n'y avait plus de message d'Ethan. Il était probablement en train de célébrer avec Sophia, de trinquer dans leur nouveau manoir, de rire de la facilité avec laquelle ils avaient manipulé sa vieille mère naïve pour obtenir la maison de leur rêve sans dépenser un centime de leur propre poche. Mais les rires n'allaient pas durer longtemps. En moins de 24 heures, cette célébration se transformerait en panique, et moi, depuis ma petite et humble maison, j'allais regarder s'effondrer le château de cartes qu'ils avaient construit sur mon dos. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, mais non pas à cause de l'angoisse ou du regret. Je n'ai pas dormi parce que mon esprit était complètement éveillé, analysant chaque détail de ces 8 derniers mois, voyant avec une clarté brutale tout ce que j'avais ignoré. Tous les signaux d'alarme que j'avais décidé de ne pas voir parce que je voulais croire que mon fils était toujours le garçon affectueux qu'il avait été. Je me suis levé à 5 h du matin, j'ai préparé du café et je me suis assise devant la fenêtre de ma cuisine. De là,
je pouvais voir le petit jardin que mon mari avait planté il y a des années. Les rosiers dont il s'occupait avec tant de dévouement étaient maintenant négligés, envahis de mauvaises herbes, parce que j'avais été trop occupé à faire des heures supplémentaires, à enchaîner les doubles gardes, à vendre mes affaires pour rassembler de l'argent pour une maison qui ne serait jamais la mienne. Le téléphone a vibré sur la table. C'était un message de Jonathan. Bonjour Catherine. À 9h pile, je passerai l'appel à la banque. Confirmes-tu vouloir continuer? Mes doigts ont tapé la réponse sans hésiter. Je confirme. Procède. J'ai envoyé le message et j'ai bu une gorgée de café. Il était 6h30 du matin. Dans 2h30, tout allait changer. Dans 2h30, Ethan et Sophia recevraient l'avis de la banque les informant que les paiements avaient été annulés et qu'ils avaient 48 heures pour couvrir la dette de $120 000 sous peine de saisie. Pendant que j'attendais, mon esprit est revenu 8 mois en arrière, au jour où tout avait commencé, au jour où Ethan était apparu à ma porte avec ce sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Ce sourire qui m'avait fait penser que mon fils me recherchait enfin parce que je lui manquais, parce qu'il voulait passer du temps avec moi, parce qu'il appréciait notre relation. Quelle naïveté! C'était un samedi après-midi. Il préparait le dîner quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte et Ethan était là, seul, sans Sophia. C'était déjà étrange car cela faisait plus d'1 an qu'il ne m'avait pas rendu visite sans elle. Sophia l'accompagnait toujours, contrôlait chaque conversation, s'assurait que les visites soient courtes et superficielles. « Maman, je peux entrer ? J'ai besoin de te parler. » Je l'ai laissé entrer. J'ai préparé du thé pour nous deux. Nous nous sommes assis dans le même salon d'où je planifiais maintenant ma réponse à sa trahison. Ethan semblait nerveux, mal à l'aise, comme s'il répétait mentalement ce qu'il allait dire. « Maman, Sophia et moi avons trouvé une maison. La maison parfaite pour commencer notre famille. » J'ai souri. Bien sûr que j'ai souri. Mon fils allait avoir sa propre maison. C'était un motif de joie, n'est-ce pas? C'est merveilleux, mon fils. Où se trouve-t-elle? À Highland Park. C'est un quartier magnifique, calme, avec d'excellentes écoles. Elle a 4 chambres, 3 salles de bain, un grand jardin, une piscine. C'est exactement ce que nous avons toujours voulu. Highland Park, l'un des quartiers les plus chers de la ville. Mon estomac s'est légèrement serré, mais j'ai gardé le sourire. Cela a l'air incroyable, Ethan. Je suis tellement heureuse pour vous. Il a pris sa tasse de thé, mais n'a pas bu. Il l'a juste tenue entre ses mains, regardant le liquide comme si les mots qu'il devait prononcer y étaient écrits. Le prix est de $300 000. J'ai hoché la tête. C'était une somme énorme, mais Ethan avait un bon travail de directeur des ventes. Sophia travaillait dans le marketing. Ensemble, ils gagnaient bien leur vie. Vous devez être impatient de commencer les démarches pour l'hypothèque. Ethan m'a enfin regardé droit dans les yeux. C'est là le problème. Maman, notre code de crédit n'est pas assez bonne pour obtenir une hypothèque de ce montant. Nous avons eu des problèmes financiers l'année dernière, quelques dettes de cartes de crédit qui ont affecté notre score. Les banques nous refusent le prêt. J'ai commencé à comprendre où menait la conversation. J'ai senti mon cœur s'accélérer, comme si une petite voix en moi m'avertissait d'être prudente, de fixer des limites, de ne pas me laisser manipuler. Je comprends qu'il soit difficile d'avoir un crédit endommagé, mais vous pouvez travailler à l'améliorer. Vous pouvez attendre 1 an ou 2. Vous pouvez chercher une maison plus modeste en attendant. Nous ne pouvons pas attendre, maman. Cette maison ne va pas rester disponible longtemps. Il y a déjà d'autres personnes intéressées. C'est une opportunité unique. La voix d'alarme dans ma tête est devenue plus forte. Mais Ethan a alors fait quelque chose qui a brisé toutes mes défenses. Il s'est penché en avant, a pris mes mains dans les siennes et m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis sa naissance. Ses yeux qui me rappelaient le bébé que j'avais tenu pour la première fois. Le garçon qui courait dans mes bras quand il tombait. L'adolescent qui pleurait sur mon épaule quand il avait le cœur brisé. Maman, tu pourrais nous aider. Ton crédit est excellent. Tu n'as jamais eu de dette. Les banques approuveraient le prêt pour toi sans problème. Nous paierions tout, absolument tout. Nous avons juste besoin que tu mettes ton nom sur les documents pour que ce soit toi qui gères l'hypothèque. Ce serait temporaire, juste le temps que notre crédit s'amuse et que nous puissions le transférer à notre nom.
Ma bouche est devenue sèche. Toutes les alarmes dans ma tête sonnaient en même temps. Ethan, c'est une immense responsabilité. Si vous ne pouvez pas payer, je me retrouverai avec cette dette. Cela n'arrivera pas, maman. Je te promets que nous avons des revenus stables. Nous pouvons couvrir les mensualités sans problème. Nous avons juste besoin de ton aide pour obtenir l'approbation initiale. S'il te plaît, maman, c'est la maison où nous voulons élever nos enfants, tes futurs petits-enfants. C'est notre rêve. Tes futurs petits-enfants. Ces mots ont été le coup de grâce. Ethan savait exactement sur quel bouton appuyer. Il savait que mon plus grand souhait était d'avoir des petits-enfants. Il savait que l'idée d'une famille qui s'agrandit, de rire d'enfants remplissant une maison, était ma plus grande faiblesse. Donne-moi quelques jours pour y réfléchir. Ethan a souri. Ce sourire que j'ai interprété comme de la gratitude, mais dont je comprends maintenant, avec le recul, qu'il s'agissait d'un triomphe. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours été la meilleure maman du monde. Il est parti cet après-midi-là après être resté à peine 1 heure. Il n'a même pas fini son thé. Quand j'ai refermé la porte derrière lui, je suis resté dans l'entrée, ressentant un poids étrange dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans toute cette conversation semblait répété, calculé, trop parfait dans sa spontanéité apparente. Mais j'ai pensé à mes futurs petits-enfants. J'ai pensé à un Ethan heureux. J'ai pensé à être la grand-mère qui avait aidé à construire le foyer familial. Et toutes ces alarmes qui résonnaient dans ma tête se sont tues sous le poids de mon désir d'être utile, d'être importante, d'être aimée par mon fils. 3 jours latés, je l'ai appelé et je lui ai dit oui, que je l'aiderais, que nous irions à la banque ensemble pour lancer l'hypothèque. Ethan est arrivé chez moi avec Sophia. Elle était rayonnante dans une robe coûteuse et un parfum qui coûtait probablement plus cher que mes factures d'électricité mensuelles. Elle m'a serré dans ses bras avec une effusion qui m'a surprise. Catherine, tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. Tu es un ange, une véritable bénédiction. J'aurais dû remarquer qu'elle m'appelait Catherine, et non maman. J'aurais dû remarquer que son étreinte était mécanique, que ses yeux ne souriaient pas, même si sa bouche le faisait. J'aurais dû remarquer beaucoup de choses. À la banque, j'ai signé des papiers. Tellement de papiers. Le conseiller financier a expliqué les termes, les conditions, les responsabilités. J'ai hoché la tête. J'ai signé. J'ai fait confiance. Ethan était à mes côtés, souriant, assurant au conseiller qu'il s'occuperait de tous les paiements mensuels. Ma mère nous aide seulement avec les démarches initiales. Nous couvrirons tous les coûts. Le conseiller m'a regardé avec une expression que je ne savais pas interpréter à ce moment-là. Je sais maintenant que c'était de la pitié. Il avait déjà vu cette situation. Il avait déjà vu des parents confiants être utilisés par des enfants sans scrupules. L'hypothèque a été approuvée en 1 semaine. 200 000 $ prêtés par la banque. 100 000 $ qui devaient être versés comme apport initial. Le plan était qu'Ethan et Sophia paient 50 000 $ de l'apport avec leurs économies et que je couvre temporairement les autres 50 000 $ jusqu'à ce qu'ils vendent des investissements. Ils avaient leurs 50 000 $. Je n'avais pas 50 000 $ en liquide. J'avais des économies, oui, mais c'était à peine 25 000 $ que j'avais rassemblés au fil des ans en travaillant comme secrétaire dans une école. Le reste, je devais le trouver ailleurs. Ne t'inquiète pas, maman. Dans 2 mois, nous te rembourserons ces 50 000 $. Nous avons des investissements qui sont sur le point d'arriver à échéance. C'est une question de temps. J'ai pris les 25 000 $ de mes économies, j'ai contracté un prêt personnel de 15 000 $ et j'ai vendu les bijoux que mon mari m'avait offerts pendant notre mariage, à l'exception de mon alliance. Cela m'a donné les derniers 10 000 $. J'ai remis le chèque de 50 000 $ les mains tremblantes. C'était tout ce que j'avais. C'était ma sécurité, mon coussin financier, mon filet de sécurité, et je le leur remettais parce que j'avais confiance en mon fils. Ethan et Sophia ont emménagé dans la maison 2 semaines plus tard. Je ne l'avais toujours pas vue. Ils ne m'avaient pas invité à la voir. Quand elle sera complètement installée, nous t'inviterons, maman. Nous voulons que tu la voies. Parfait. 1 mois a passé, puis 2. Les 50 000 $ n'ont jamais été remboursés. Quand je demandais, Ethan avait toujours une excuse.
Les investissements prenaient plus de temps que prévu. Il y avait un problème avec les papiers. La semaine prochaine, sans faute. Et puis, les autres demandes ont commencé. Le téléphone a sonné exactement à 9h15 du matin. C'était Jonathan. C'est fait. Catherine, j'ai parlé avec la banque. L'annulation de ton engagement pour les paiements en attente a été officiellement enregistrée. La banque enverra la notification à Ethan et Sophia dans les 2 prochaines heures. Ils les informeront qu'ils ont 48 heures pour couvrir les 120 000 $ restants, sous peine de voir la procédure de saisie commencer. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les rouages étaient en mouvement. Merci, Jonathan. Catherine, prépare-toi. Lorsqu'ils recevront cette notification, ils vont t'appeler. Ils vont être désespérés. Ils vont dire des choses. Ils vont promettre des choses. Ils vont essayer de te manipuler à nouveau. Es-tu prête pour cela? Je suis prête. J'ai raccroché et je me suis préparé un petit déjeuner complet pour la première fois depuis des mois. Des œufs brouillés, des toasts, des fruits frais, du jus d'orange. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, sentant mon corps retrouver quelque chose qu'il avait perdu pendant ces 8 mois de sacrifice constant. Ma dignité. Je récupérais ma dignité. Pendant que j'aimais, mon esprit est revenu 3 mois après qu'Ethan et Sophia eurent emménagé dans le manoir. C'est à ce moment-là qu'ils se sont présentés avec la première demande supplémentaire. C'était un dimanche. Ils ont appelé pour m'inviter enfin à voir la maison. J'étais enthousiaste. Après 3 mois, j'allais enfin voir l'endroit que j'avais aidé à acquérir. Je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements, j'ai acheté une plante comme cadeau de pendaison de crémaillère, et j'ai fait les 40 minutes de route jusqu'à Highland Park le cœur plein d'espoir. La maison était impressionnante, beaucoup plus grande que je ne l'avais imaginé. 2 étages, une façade moderne, un grand jardin avec une pelouse parfaitement tondue, une allée pour 3 voitures. Je me suis tenu devant, ressentant un mélange de fierté et de perplexité. Fierté parce que j'avais aidé à rendre cela possible. Perplexité parce que cette maison représentait un style de vie complètement différent du mien, de celui qu'Ethan avait connu en grandissant, de celui que mon mari et moi avions construit avec effort et humilité. Sophia a ouvert la porte. Elle portait des vêtements de sport coûteux, ses cheveux attachés en une queue de cheval parfaite, un maquillage impeccable même pour un dimanche après-midi à la maison. Catherine, c'est si bien que tu sois là. Entre. Mais enlève tes chaussures, s'il te plaît. Nous venons de poser de nouveaux parquets et nous voulons qu'ils restent impeccables. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai laissé la plante dans l'entrée car Sophia n'a pas fait un geste pour la prendre. Je suis entré pieds nus dans la maison, me sentant étrangement vulnérable, comme une invitée de seconde classe dans un endroit que j'avais aidé à payer. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, d'immenses fenêtres, des meubles modernes qui semblaient extrêmement chers, une décoration minimaliste mais visiblement coûteuse. Tout était dans des tons neutres, gris, blanc, beige, beau, mais froid. Qu'en penses-tu? Ethan est apparu de la cuisine, un verre de vin rouge à la main. Il était 15 heures. C'est magnifique, mon fils. Vraiment magnifique. Sophia a un goût excellent en matière de décoration. Sophia a souri d'un air suffisant et m'a guidé pour une visite rapide. Elle m'a montré le salon, la salle à manger, la cuisine avec des appareils en acier inoxydable qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, le salon familial secondaire, la salle de bain d'invités avec des finitions en marbre. Tout était parfait. Tout était cher. Tout criait l'argent qu'il n'avait pas gagné. Lorsque nous sommes montés au 2e étage, j'ai remarqué que l'une des chambres était complètement vide. Et cette pièce? Sophia et Ethan ont échangé un regard. C'est à ce moment-là que j'ai su que le véritable motif de l'invitation allait être révélé. C'est le sujet dont nous voulions te parler, maman. Ethan a posé son verre de vin sur une commode dans le couloir. Cette chambre est destinée à être la chambre de notre futur bébé. Mon cœur a manqué un battement. Un bébé? Vous allez me donner un petit enfant? Tu es enceinte? Pas encore, a répondu Sophia avec un sourire répété. Mais nous prévoyons de commencer à essayer bientôt. Et quand ce moment viendra, nous voulons que tout soit parfait. C'est pourquoi nous devons finir d'aménager cette pièce. Bien sûr, je comprends.
Et de quoi avez-vous besoin? Ethan s'est raclé la gorge. Ce bruit qu'il faisait quand il était mal à l'aise, quand il s'apprêtait à demander quelque chose qu'il savait qu'il ne devrait pas demander. Le fait est que nous sommes un peu à court avec le budget du déménagement et de la décoration initiale. Nous avons dépensé plus que prévu pour les meubles du salon et de la salle à manger. Et maintenant, pour la chambre du bébé, nous avons besoin d'environ 15 000 $ pour les meubles, la décoration, de la peinture spéciale non toxique, tout le nécessaire pour qu'elle soit prête. 15 000 $. J'ai senti mon estomac se serrer. Ethan, je vous ai déjà prêté 50 000 $ pour l'apport initial. Vous ne me les avez toujours pas remboursés. Je sais, maman. Je sais. Et nous allons te rembourser, je te le promets. Mais c'est pour ton petit enfant. Ne veux-tu pas que ton petit enfant ait la meilleure chambre possible? C'était à nouveau cela. La manipulation émotionnelle, l'utilisation d'un bébé qui n'existait même pas encore comme un outil pour m'extorquer plus d'argent. Mon fils, je n'ai pas 15 000 $ de disponible en ce moment. Sophia est intervenue, la voix douce mais avec un ton à peine perceptible de fermeté. Catherine, nous comprenons que c'est beaucoup d'argent, mais nous avons pensé que tu pourrais peut-être obtenir un autre petit prêt. Ton score de crédit est excellent. Les banques l'approuveraient sans problème, et nous paierions les intérêts. Bien sûr, un autre prêt. Il voulait que je m'endette encore plus. Il voulait que je mette en danger ma stabilité financière pour la chambre d'un bébé qui n'était même pas en route. J'aurais dû dire non. J'aurais dû me lever, mettre mes chaussures, sortir de cette maison et ne jamais revenir. Mais Ethan a posé sa main sur mon épaule. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu as toujours été là pour moi. Toujours. Et je veux que lorsque mon enfant arrivera, lorsque ton petit enfant arrivera, il sache que sa grand-mère a joué un rôle important dans la construction de sa maison. Qu'elle l'a fait avec amour. Avec amour. Ces mots auraient dû me réconforter. Au lieu de cela, ils m'ont brûlé parce qu'au fond de moi, quelque part dans mon être, je savais que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation, de la manipulation déguisée en liens familiaux. Mais j'ai accepté. J'ai dit oui. J'ai contracté un autre prêt personnel de 15 000 $. J'ai signé d'autres papiers. J'ai accepté d'autres intérêts. Je me suis enfoncé davantage dans les dettes. Et j'ai remis l'argent à Ethan 2 semaines plus tard. Je n'ai jamais vu cette chambre de bébé terminée. Ils ne m'ont plus jamais réinvité à la maison. Et la grossesse dont ils parlaient n'est jamais arrivée. Ou du moins, ils ne m'en ont jamais informé. Le 4e mois a apporté une autre demande, cette fois par téléphone. Maman, le jardin a besoin de travaux. Il est négligé et nous voulons installer un système d'arrosage automatique et faire un aménagement paysager professionnel. C'est 12 000 $. Le 5e mois, la piscine avait besoin de réparation et d'un système de chauffage, 20 000 $. Le 6e mois, il voulait rénover la cuisine parce que les armoires fournies avec la maison n'étaient pas de la qualité souhaitée par Sophia, 25 000 $. À chaque fois qu'il demandait, je cherchais un moyen d'obtenir l'argent. J'ai vendu ma voiture pour en acheter une plus ancienne. J'ai vendu des meubles anciens qui avaient une valeur sentimentale. J'ai vendu la collection de disques vinyles de mon mari. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai réduit mes dépenses au minimum. J'ai arrêté de sortir avec mes amis parce que je ne pouvais même pas m'offrir un café. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai arrêté d'aller chez le dentiste parce que je ne pouvais pas payer le ticket modérateur. Je me suis consumé. Je me suis vidé. Je suis devenu une version épuisée de moi-même. Tout cela pour maintenir à flot le rêve de mon fils. Un rêve qu'il n'appréciait pas, ne valorisait pas, qu'il considérait comme un dû, comme si c'était son droit et non mon sacrifice. Et pendant tout ce temps, les visites sont devenues de plus en plus rares. Les appels ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Les « je t'aime » ont disparu. Les remerciements sont devenus mécaniques et vides. Sophia ne cachait plus son dédain. Lors de la seule autre visite que j'ai faite à la maison, au 7e mois, elle m'a reçu à la porte et ne m'a même pas laissé entrer. Catherine, Ethan n'est pas là. Tu avais besoin de quelque chose? Je venais juste vous rendre visite. Je ne vous ai pas vu depuis des semaines. Ah, eh bien, nous sommes très occupés. Peut-être un autre jour, nous t'appellerons.
Et elle a fermé la porte. Littéralement fermée au nez. Je suis resté là sur le porche d'une maison que j'avais en grande partie payée, me sentant comme une étrangère indésirable. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. J'ai pleuré parce que je commençais enfin à voir la vérité que j'avais niée si longtemps. Mon fils ne m'aimait pas, ou s'il m'aimait, cet amour était si profondément enfoui sous des couches d'égoïsme et de manipulation que cela n'avait plus d'importance. Sophia me détestait, ou au mieux, me considérait comme une ressource utile et rien de plus. Mais malgré tout, lorsque le 8e mois est arrivé et qu'Ethan a appelé pour me dire qu'ils avaient besoin des derniers $5000 pour finaliser certains paiements, j'ai trouvé l'argent. J'ai vendu la dernière chose de valeur qu'il me restait, mon alliance. Le seul bijou que j'avais promis de ne jamais vendre. L'alliance reposait dans ma main la dernière nuit avant de la vendre. C'était un simple anneau en or blanc, sans diamant ni fioriture. Mon mari n'avait pas été un homme riche, mais il me l'avait donné avec tout l'amour du monde le jour de notre mariage, il y a 45 ans. À l'intérieur étaient gravées nos initiales et la date, CJ, 15 juin 1980. Je l'ai retiré de mon doigt pour la première fois depuis le jour où il me l'avait passé. La marque qu'elle laissait sur ma peau était plus pâle que le reste, empreinte permanente de décennies d'utilisation continue. J'ai regardé ce cercle de peau blanche et j'ai senti que je trahissais quelque chose de sacré. Mais Ethan avait besoin de cet argent. Ethan m'avait dit que c'était la dernière fois, qu'avec ces $5000, tous les paiements en attente pour les améliorations de la maison seraient terminés. Je te promets, maman, c'est la dernière fois que je demande de l'aide. Après cela, tout sera fini et nous pourrons commencer à te rembourser pour tout ce que tu as fait pour nous. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire, car si je ne le croyais pas, je devais alors faire face à la réalité, j'avais détruit ma stabilité financière, vendu tous mes souvenirs, et m'étais endetté jusqu'au cou pour un fils qui ne me voyait que comme sa banque personnelle. J'ai vendu la bague chez un prêteur sur gage pour $4000. Elle valait plus, bien plus en valeur sentimentale, mais l'estimateur n'a vu que le poids de l'or. Les autres $1000, je les ai pris sur l'argent que j'avais mis de côté pour payer mes factures d'électricité ce mois-là. Je verrai bien comment me débrouiller plus tard. J'ai viré les $5000 à Ethan un mardi matin. Il a répondu par un message simple, reçu, merci. Même pas, merci maman. Juste, merci. Comme si je lui avais prêté $10 pour son déjeuner et non $5000 qui représentaient le dernier morceau de ma vie passée, le dernier vestige de mon mariage transformé en argent liquide pour sa convenance. Étage 30 minutes après ce transfert, le message est arrivé, celui qui a tout changé, nous n'avons plus besoin de toi. Alors que je me souvenais de tout cela assise dans ma cuisine, le téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé l'écran. C'était Ethan. La notification de la banque était déjà arrivée. Cela faisait exactement 2 heures que Jonathan avait passé l'appel. J'ai laissé le téléphone vibrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée. Des appels consécutifs auxquels je n'ai pas répondu. Puis les messages ont commencé. Maman, appelle-moi, c'est urgent. Maman, il y a un problème avec la banque. Je dois te parler maintenant. S'il te plaît, décroche le téléphone. Maman. J'ai éteint le téléphone. Je n'étais pas encore prête à lui parler. Je n'étais pas prête à écouter ses supplications, ses promesses vides, sa panique à peine déguisée en inquiétude filiale. J'avais besoin de ce moment de silence, ce moment où le pouvoir avait enfin changé de main. Je me suis versé une autre tasse de café et je suis sorti dans l'arrière-cour. Les rosiers de mon mari me regardaient avec reproche. Je les avais terriblement négligés. Pendant 8 mois, ma vie avait tourné exclusivement autour de l'obtention d'argent pour Ethan, et ma propre maison, mon propre espace, avait été laissé à l'abandon. Je me suis agenouillé devant les rosiers et j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes avec mes mains. La terre était sèche, les racines assoiffées. J'avais été si occupé à nourrir le jardin de Sophia avec de l'argent qui ne m'appartenait pas, que j'avais laissé mourir le jardin que mon mari avait planté de ses propres mains. Pardonne-moi, ai-je murmuré, sans savoir si je m'adressais à mon mari décédé ou à moi-même. Pardonne-moi d'avoir oublié ce qui compte vraiment. J'ai travaillé dans le jardin pendant 3 heures. J'ai arraché les mauvaises herbes, arrosé les plantes, taillé les branches mortes. Mes mains se sont salies, mes genoux me faisaient mal, mon dos protestait. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la paix.
Une paix étrange qui venait du fait de faire quelque chose pour moi-même, pour mon propre espace, sans rien attendre en retour. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai rallumé le téléphone. Il y avait 37 appels manqués d'Ethan, 20 de Sophia, 15 messages textes, chacun plus désespéré que le précédent. Le dernier message d'Ethan disait « Maman, s'il te plaît. La banque dit que tu as annulé les paiements. Elle dit que nous avons 48 heures pour trouver 120 000 $ ou nous perdrons la maison. Ce doit être une erreur. Appelle-moi, s'il te plaît. » Ce n'était pas une erreur. C'était la justice. Sophia avait également laissé des messages. Je les ai lus un par un, observant l'évolution du ton. Les premiers essayaient d'être doux, presque gentils. « Catherine, ma chérie, il y a une confusion avec la banque. Tu peux nous appeler. » Puis ils sont devenus plus urgents. « Catherine, c'est sérieux. Nous devons te parler immédiatement. » Et enfin, ils ont révélé son vrai visage. « C'est ridicule. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies. Règle ça tout de suite. » Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai lu cette phrase 3 fois. Que avait-il fait exactement pour moi? Me permettre de vider mon compte bancaire pour eux? M'accorder le privilège de m'endetter pour financer leur style de vie? Me bénir de l'opportunité de vendre les derniers biens qui me rattachaient à mon mari décédé? J'ai répondu uniquement à Ethan. Un message simple, ce n'est pas une erreur, mon fils. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer les paiements. Je suis désolé. La réponse est arrivée en quelques secondes, quoi? Maman, tu ne peux pas faire ça. Tu nous as promis que tu nous aiderais. Nous allons perdre la maison. Tu m'as dit que vous n'aviez plus besoin de moi. Je respecte cela. Mon téléphone a recommencé à sonner immédiatement. C'était Ethan. Cette fois, j'ai répondu. Comment peux-tu nous faire ça? Sa voix était un cri qui s'entendait probablement dans tout Highland Park. Tu es ma mère. Tu es censé m'aider. Je t'ai aidé, Ethan. Pendant 8 mois, je t'ai aidé. J'ai dépensé chaque dollar que j'avais. Je me suis endetté. J'ai vendu tout ce que je possédais, y compris l'alliance que ton père m'avait donnée. Et ta réponse a été de me dire que vous n'aviez plus besoin de moi. Ce n'était pas littéral. C'était juste une façon de parler. Une façon de parler? Juste après que je vienne de te transférer 5 000 $, ta façon de parler a été de me dire que vous n'aviez plus besoin de moi. C'est ta version des faits. J'ai entendu Sophia crier en arrière-plan. Donne-moi le téléphone. Laisse-moi lui parler. Ethan, toi et Sophia êtes des adultes avec de bons emplois. Vous pouvez résoudre ce problème par vous-même. Vous pouvez obtenir un prêt. Vous pouvez demander de l'aide à la famille de Sophia. Vous pouvez vendre certaines des choses chères que vous avez achetées avec mon argent. Nous n'avons pas le temps pour cela. La banque nous donne 48 heures. Et la famille de Sophia n'a pas ce genre d'argent. Comme c'était pratique que la famille de Sophia n'ait jamais eu à contribuer d'un centime pour ce manoir. Comme c'était pratique que toutes les demandes soient toujours dirigées vers moi, la mère veuve avec un historique de crédit et un cœur trop tendre. Alors peut-être devriez-vous envisager de vendre la maison et de chercher quelque chose de plus modeste, quelque chose que vous pouvez payer vous-même. Tu ne comprends pas. Cette maison représente tout pour nous. C'est notre avenir. C'est là que nous allions élever nos enfants. Ethan, cela fait 8 mois que vous êtes dans cette maison et il n'y a pas de grossesse. Tu m'as demandé 15 000 $ pour une chambre de bébé qui ne s'est jamais matérialisée. Tu m'as demandé de l'argent pour un jardin dont tu ne m'as jamais laissé profiter. Tu m'as demandé de l'argent pour un piscine où tu ne m'as jamais invité à me baigner. Cette maison n'a jamais été une question de famille. C'était une question de statut, pour impressionner des gens qui s'en fichent probablement. Sophia lui a arraché le téléphone. Catherine, écoute-moi bien. Si tu ne règles pas ça, tu vas le regretter. Je vais m'assurer que tu ne rencontres jamais tes petits-enfants. Je vais forcer Ethan à couper tout contact avec toi. Tu vas mourir seul et oublié. Sa voix était du pur venin. Il n'y avait plus de faux semblants de douceur, de respect, ou de semblant que je comptais pour elle. C'était la vraie Sophia, celle qui avait toujours été là, mais qui s'était cachée derrière des sourires hypocrites et des étreintes factices. Sophia, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même.
Si la seule façon d'avoir une relation avec mon fils et mes futurs petits-enfants est de vider mon compte en banque et de détruire ma vie, alors je préfère mourir seul. Au moins, je mourrai avec dignité. Et j'ai raccroché. Le silence après avoir raccroché le téléphone était absolu. Ma main tenait encore l'appareil, tremblant légèrement, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline qui monte après avoir enfin dit une vérité trop longtemps contenue. J'avais raccroché au nez de ma belle-fille, et par extension, de mon fils. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire en 69 ans de vie. Le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement. C'était encore Ethan. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore, encore et encore. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Puis sont venus les messages, une avalanche de mots désespérés qui se contredisaient dans leur hâte à trouver le bon bouton sur lequel appuyer pour me faire changer d'avis. Maman, s'il te plaît. Sophia ne pensait pas ce qu'elle a dit. Elle est très stressée. Nous devons en parler comme des adultes. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça après tout. Si papa était vivant, il serait très déçu de toi. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Si papa était vivant. Ethan osait invoquer la mémoire de son père. L'homme qui avait travaillé chaque jour de sa vie pour nous offrir une vie décente. L'homme qui m'avait appris que le véritable amour ne s'achète pas et ne se vend pas. L'homme qui m'avait averti sur son lit de mort de ne laisser personne, pas même notre fils, me transformer en l'ombre de moi-même. Préserve ta lumière, Catherine, m'avait dit mon mari dans son dernier souffle. Ne laisse personne l'éteindre, pas même par amour. Et je l'avais laissé s'éteindre. Pendant 8 mois, j'avais laissé Ethan et Sophia souffler sur cette flamme jusqu'à ce qu'elle soit presque éteinte. Mais maintenant, assise dans ma cuisine avec un téléphone rempli de messages manipulateurs, je sentais cette lumière commencer à se rallumer. J'ai répondu uniquement au dernier message, celui qui mentionnait son père, ton père serait fier que je me défende enfin. Il serait déçu de voir que tu as oublié les valeurs qu'il t'a apprises. Il n'y a pas eu de réponse après cela, du moins pendant un certain temps. J'ai passé le reste de la journée dans un calme étrange. J'ai nettoyé ma maison, que j'avais négligée pendant des mois. J'ai épousseté les meubles. J'ai passé l'aspirateur. J'ai lavé les fenêtres. Chaque action était un acte de récupération, de réappropriation de mon espace, de ma vie, de mon identité qui avait été ensevelie sous le poids de demandes constantes. En nettoyant, j'ai retrouvé des objets que j'avais oubliés. Une photographie d'Ethan quand il avait 5 ans, souriant avec une dent en moins, serrant dans ses bras un chien en peluche que j'avais cousu à la main. Un dessin qu'il avait fait pour moi à l'école primaire. Un portrait de nous trois, lui, son père et moi, avec les mots « Ma famille est la meilleure », écrits avec des crayons de couleur. Une lettre qu'il m'avait écrite quand il avait 16 ans après une dispute que nous avions eue, où il s'excusait et me disait que j'étais la meilleure maman du monde et qu'il ne voulait jamais me décevoir. J'ai tenu cette lettre entre mes mains et j'ai senti les larmes monter. Non pas des larmes de tristesse, mais de chagrin. Du chagrin pour le garçon qui avait écrit ces mots et qui, quelque part en chemin, était devenu l'homme qui m'écrivait aujourd'hui « Nous n'avons plus besoin de toi ». Du chagrin pour la relation mère-fils que j'avais imaginée et que la réalité avait brisée. Du chagrin pour les années passées à nier les signes, à ignorer les alertes, à me convaincre que si je donnais juste un peu plus, si j'aidais juste un peu plus, tout redeviendrait comme avant. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a qu'à aller de l'avant. J'ai mis la lettre, la photo et le dessin dans une boîte. Je ne les ai pas jetés. Ils faisaient partie de mon histoire, de ce que j'étais, et de ce qu'Ethan avait été. Mais je les ai rangés. Je les ai fermés. Je les ai posés sur une étagère haute du placard. Des souvenirs que je pouvais revisiter quand je le voulais, mais qui ne définiraient plus mon présent. Le téléphone a vibré avec un nouveau message. Cette fois, ce n'était pas d'Ethan ni de Sophia. C'était de Jonathan. Catherine, je voulais juste t'informer que la banque a confirmé qu'Ethan et Sophia ont tenté de demander un prêt d'urgence cet après-midi. Il a été refusé en raison de leur historique de crédit. Ils ont également essayé d'utiliser la maison comme garantie, mais comme la propriété est en litige à cause des paiements en attente, ils n'ont pas pu procéder. Ils cherchent des options, mais d'après ce que m'a dit mon contact à la banque, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives viables dans le temps qu'il leur reste. Moins de 40 heures maintenant. L'horloge tournait et ils n'avaient pas de solution. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient à ce moment-là.
Est-ce qu'Ethan et Sophia étaient assis dans leur salon coûteux, entourés de meubles que j'avais payés, fixant des murs que j'avais financés, sentant leur monde parfait s'effondrer? Étaient-ils en train de me rejeter la faute? Ou commençaient-ils enfin à se regarder en face, à voir les décisions qu'ils avaient prises, la cupidité qu'ils avaient nourrie, les ponts qu'ils avaient brûlés? La nuit est tombée sur ma petite maison. Je me suis préparé un dîner simple, chose que je n'avais pas faite depuis des semaines. Au cours des derniers mois, j'avais mangé principalement des restes, de la nourriture bon marché, le strict minimum pour survivre parce que chaque dollar économisé était un dollar que je pouvais envoyer à Ethan. Mais ce soir-là, j'ai préparé un plat que j'appréciais, que j'ai savouré, que j'ai mangé sans hâte et sans culpabilité. Après le dîner, je me suis assise sur le porche arrière. L'air de la nuit était frais. Les étoiles brillaient timidement à travers la pollution lumineuse de la ville. J'entendais les bruits du quartier, des chiens aboyant au loin, des enfants jouant dans une maison voisine, le bourdonnement constant de la circulation sur l'avenue principale. C'était mon monde, ce quartier ouvrier où les gens se connaissaient par leur nom, où les voisins vous saluaient dans la rue, où l'on n'avait pas besoin d'un manoir pour avoir de la dignité. J'avais passé tellement de temps à envier le monde de Highland Park, pensant que si Ethan vivait là-bas, il serait plus heureux, aurait plus de succès, serait plus accompli. Mais Highland Park ne l'avait pas rendu meilleur. Cela l'avait seulement rendu plus cupide, plus distant, plus enclin à sacrifier ses relations réelles pour des possessions matérielles. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message d'Ethan. Maman, je suis venu chez toi. Je suis dehors. S'il te plaît, ouvre la porte. Nous devons parler face à face. Je me suis figé. J'ai regardé vers l'avant de la maison depuis l'endroit où j'étais assise sur le porche arrière. J'ai vu les phares d'une voiture garée dans la rue. Ethan était venu après 8 mois de visites rares, de messages courts, d'appels uniquement lorsqu'il avait besoin d'argent. Maintenant, et était à ma porte parce qu'il avait à nouveau besoin de moi. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai entendu sa voix m'appeler de l'extérieur, « Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est dans le garage. S'il te plaît, ouvre. » J'ai fermé les yeux. C'était le test. C'était le moment où ma résolution allait être mise à l'épreuve. Il serait si facile d'ouvrir cette porte, de laisser entrer Ethan, d'écouter ses promesses renouvelées, ses justifications élaborées, ses larmes calculées. Il serait si facile de céder, de revenir à ce schéma familier consistant à donner et donner jusqu'à ne plus rien avoir à donner. Mais je n'ai pas bougé. Maman, ce n'est pas juste. Je vais perdre ma maison. Sophia est dévastée. Tout ce pourquoi nous avons travaillé va être perdu. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé. L'ironie de ces mots était presque comique. Ils n'avaient pas travaillé pour cette maison. C'était moi qui avais travaillé pour cette maison. C'était moi qui avais fait les heures supplémentaires. C'était moi qui avais vendu mes biens. C'était moi qui avais signé les prêts. Ils s'étaient contentés d'y vivre, d'en profiter, et finalement de me rejeter lorsqu'ils pensaient avoir déjà extrait de moi tout ce qu'ils pouvaient. La sonnette continuait de retentir. Les coups à la porte sont devenus plus forts, plus désespérés. J'ai entendu Ethan crier, sa voix se brisant sous l'effet de ce qui aurait pu être une véritable détresse ou simplement de la panique à l'idée de perdre son statut, son symbole de réussite, sa preuve matérielle de réussite sociale. Au bout de 20 minutes, les bruits ont cessé. J'ai entendu le moteur de sa voiture démarrer. J'ai vu les feux arrière s'éloigner dans la rue. Ethan était parti. Il n'avait pas enfoncé la porte. Il n'avait pas appelé la police. Il n'avait pas fait un plus grand scandale. Il avait simplement abandonné et était parti, probablement de retour à Highland Park pour chercher une autre solution, une autre banque à contacter, une autre personne à manipuler. Je suis resté assise sur le porche jusqu'à ce que la fraîcheur de la nuit devienne inconfortable. Puis je suis rentré, j'ai verrouillé toutes les portes, éteint les lumières et je suis allé me coucher. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je n'avais dormi depuis 8 mois. Il n'y avait pas de cauchemar de dettes impayables. Pas de rêves anxieux d'appel de la banque, juste un sommeil profond et réparateur. Le genre de sommeil qui vient lorsque l'on cesse enfin de porter un poids qui n'a jamais été le nôtre au départ. Je me suis réveillé avec le soleil traversant la fenêtre de ma chambre. Il était 7 heures du matin. Dehors, les oiseaux chantaient dans les arbres du quartier.
C'était un jour normal pour le reste du monde, mais pour Ethan et Sophia, c'était le début de leur dernier jour complet avant l'expiration du délai de la banque. 24 heures. C'était tout ce qu'il leur restait pour trouver 120 000 $. Je me suis levé, j'ai préparé du café et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait d'autres messages, mais cette fois-ci, pas seulement d'Ethan. Il y avait des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert le premier, Madame Miller, je suis Patricia Navarro, la mère de Sophia. J'ai besoin de vous parler d'urgence de la situation de ma fille et de votre fils. S'il vous plaît, appelez-moi. Donc, maintenant, la famille de Sophia s'en mêlait. Cette même famille qui n'avait jamais versé $1 pour ce manoir, qui n'avait jamais offert son aide, qui ne connaissait probablement même pas la véritable source de l'argent qui finançait le style de vie de leur fille. J'ai supprimé le message sans répondre. Il y avait un autre message d'un numéro inconnu, Catherine, c'est William, le frère de ton défunt mari. Ethan m'a appelé hier soir en pleurant, disant que tu lui retirais sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi, William. Cela faisait 3 ans que je ne lui avais pas parlé, depuis les funérailles de mon mari. Notre contact avait été minimal, peut-être un appel à Noël ou un message d'anniversaire. Et maintenant Ethan l'avait contacté, peignant probablement une histoire où j'étais la méchante, la mère cruelle abandonnant son fils dans le besoin. Cette fois, j'ai répondu, mais par un message texte, William, la situation est complexe. Ethan ne t'a donné qu'une version des faits. Si tu veux vraiment connaître la vérité, nous pouvons en parler. Mais je ne vais pas justifier mes décisions sur la base du récit manipulé de mon fils. La réponse est arrivée en quelques minutes, viens chez moi cet après-midi. Je veux entendre ta version. J'ai accepté. William était un homme juste. Il avait été comme un frère pour moi pendant mon mariage. S'il y avait quelqu'un qui méritait de connaître toute la vérité, c'était bien lui. J'ai passé la matinée à me préparer. J'ai rassemblé tous les documents que j'avais, les relevés bancaires montrant les virements à Ethan, les reçus des prêts que j'avais contractés, les confirmations de vente de mes biens, des copies des messages où Ethan me demandait de l'argent encore et encore. J'ai tout organisé dans un dossier, créant une chronologie claire de 8 mois de sacrifices financiers, suivi d'un message de quelques mots qui avaient tout changé. À 15 heures, j'ai conduit jusqu'à la maison de William. Il vivait dans un quartier similaire au mien. Des maisons modestes mais bien entretenues, de petits jardins mais pleins de vie. Sa femme Suzanne a ouvert la porte. Elle m'a serré dans ses bras avec une chaleur sincère, Catherine, entre. William est dans le salon. William était assis dans son fauteuil préféré, le même que celui où mon mari s'asseyait lorsque nous leur rendions visite. Il m'a vu entrer et son expression était difficile à déchiffrer. Il n'y avait pas encore de jugement, juste de la curiosité mêlée d'inquiétude. Assieds-toi, Catherine. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. Je me suis assise et j'ai ouvert le dossier. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. Je n'ai rien omis. Je lui ai montré les chiffres, les dates, les messages. J'ai expliqué comment cela avait commencé par la promesse d'une aide temporaire pour se transformer en une spirale de demandes sans cesse croissante. Je lui ai montré le message de fin d'Ethan, celui disant qu'il n'avait plus besoin de moi, envoyé exactement 30 minutes après mon dernier transfert. William écoutait en silence, ses yeux oscillant entre les documents et mon visage. Suzanne, qui s'était assise avec nous, avait des larmes aux yeux. « Catherine, tu as vendu ton alliance » a murmuré Suzanne. « La bague que mon frère t'avait donnée. Je n'avais plus rien d'autre à vendre. » William a fermé le dossier et s'est adossé à sa chaise. Il a passé sa main sur son visage, un geste qui me rappelait tellement mon mari que j'ai ressenti un pincement au cœur. Ethan m'a appelé hier soir en me disant que tu avais promis de payer sa maison et que maintenant tu te rétractais à cause d'un malentendu. Il m'a dit que tu étais irrationnel, que tu le punissais pour un message qui n'avait pas les intentions que tu lui attribuais. Et maintenant, qu'en penses-tu? Maintenant, je pense que mon neveu est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Je pense que cette femme qu'il a épousée l'a transformé en une version égoïste de lui-même. Et je pense que mon frère, qu'il repose en paix, serait furieux de voir comment son fils a traité sa mère. Suzanne a pris ma main dans la sienne. Catherine, tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que cela fait mal. Je sais que c'est ton fils, mais tu as fait ce qu'il fallait. Ces mots provenant de la famille de mon mari signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer.
Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. Je n'exagérais pas. Pour la première fois depuis longtemps, je me protégeais. Ethan m'a demandé de te convaincre de changer d'avis, a dit William. Il m'a demandé de te dire que la famille doit se soutenir les uns les autres. Que c'est ce que mon frère aurait fait. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire que la famille doit effectivement se soutenir. Mais que le soutien n'est pas à sens unique. Je vais lui dire que son père n'aurait jamais approuvé la façon dont il t'a traité. Et je vais lui dire que s'il veut vraiment être un homme, il doit résoudre ses propres problèmes au lieu de saigner financièrement sa mère. Je suis resté chez William et Suzanne jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avons bu du café, partagé des souvenirs d'époques plus heureuses, pleuré ensemble l'homme que nous avions perdu, et ce fils qui semblait s'être égaré d'une autre manière. Quand j'ai enfin dit au revoir, Suzanne m'a serré fort dans ses bras. Reste forte, Catherine. Ce que tu fais demande plus de force que de continuer à céder. Nous sommes avec toi. J'ai repris la route vers chez moi en ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis le début de toute cette histoire. De la validation. Je n'étais pas seul. Je ne me trompais pas. J'avais raison de fixer des limites. De dire que c'en était assez. De refuser de continuer à être utilisé. Quand je suis arrivé chez moi, il y avait une voiture garée devant mon allée. Ce n'était pas celle d'Ethan. Elle était plus récente, plus chère. En m'approchant, j'ai vu Sophia assise derrière le volant, regardant son téléphone. En me voyant arriver, elle est sortie de la voiture. Elle était habillée différemment de d'habitude. Pas de vêtements de marque cette fois. Elle portait un jean simple et un chemisier ordinaire. Son maquillage était minimal. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air fatiguée, hagarde, comme si elle n'avait pas dormi. « Catherine, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était différente elle aussi. Il n'y avait plus d'arrogance. Il n'y avait plus ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours avec moi. Il y avait autre chose. Du désespoir, une peur réelle. « Nous n'avons rien à nous dire, Sophia. S'il te plaît, juste 5 minutes. » Contre mon propre bon sens, j'ai ouvert la porte de ma maison et je l'ai laissé entrer. Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Nous sommes restés debout dans le salon. Deux femmes qui ne s'étaient jamais aimées, se faisant face désormais sur le champ de bataille que l'argent et la famille avaient créé. « Où est Ethan ?» ai-je demandé. Il passe des appels, essayant d'obtenir des prêts auprès de tous ceux qu'il connaît. Ses amis, ses collègues, d'anciens patrons. Personne n'a une telle somme de disponible. Et ta famille? Sophia a baissé les yeux. Mes parents n'ont pas ce genre de capital. Ils vivent confortablement, mais ils n'ont pas d'économies importantes. Nous leur avons demandé de l'aide, mais ils ne peuvent offrir que $15 000, et cela viderait leur fonds d'urgence. $15 000, une fraction de ce dont ils avaient besoin, une fraction de ce que j'avais donné. Catherine, je sais que je t'ai maltraité. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je sais que je ne t'ai pas témoigné le respect que tu mérites en tant que mère de mon mari et en tant que personne qui nous a aidés à obtenir cette maison. Aider, Sophia? Je n'ai pas aidé, j'ai payé. J'ai payé 60% de cette maison. J'ai vendu tout ce que j'avais. Je me suis endetté au point de ne plus pouvoir payer mes propres factures certains mois. Je n'ai pas aidé, j'ai financé votre rêve pendant que tu me traitais comme une gêne. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Elles auraient pu être réelles ou simulées. Je ne me souciais plus de faire la différence. Je sais. Et je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais s'il te plaît, nous ne pouvons pas perdre cette maison. C'est tout ce que nous avons. Non, Sophia. Cette maison n'est pas tout ce que vous avez. Vous avez la jeunesse. Vous avez la santé. Vous avez des emplois. Vous avez l'un l'autre. Apparemment, vous avez tout ce que j'avais à votre âge. Et nous avons tout construit à partir de rien, sans l'aide de personne. La différence, c'est que vous voulez tout de suite, sans effort, sans sacrifice de votre part. Seulement avec le sacrifice des autres. Sophia s'est laissée tomber sur mon canapé sans demander la permission. Ses épaules étaient secouées de sanglots qui semblaient venir du plus profond d'elle-même. Une partie de moi voulait ressentir de la pitié. Une partie de moi voulait céder,
résoudre son problème, redevenir la sauveuse que j'avais toujours été. Mais une part plus forte de moi-même, celle qui s'était réveillée 2 jours auparavant, est restée ferme comme un roc. Catherine, je vais te dire la vérité, toute la vérité. Sophia a levé les yeux, le visage marqué par du mascara qui coulait. C'est moi qui ai convaincu Ethan de te demander de l'argent. C'est moi qui ai planifié chaque demande, qui ai calculé exactement combien tu pouvais nous donner avant de refuser. C'est moi qui lui ai dit d'utiliser les futurs petits-enfants comme appât émotionnel. Entendre la confirmation de ce que je soupçonnais depuis des mois aurait dû m'anéantir. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Je n'avais pas été paranoïaque. Je n'avais pas imaginé des choses. Tout avait été exactement aussi calculé et manipulateur que cela m'en avait l'air. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que je n'ai plus rien à perdre. Parce que dans moins de 24 heures, nous allons être à la rue. Parce que j'ai pensé que si j'étais honnête avec toi pour la première fois, tu trouverais peut-être un peu de compassion dans ton cœur. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Sophia, la compassion que tu cherches, je l'ai dépensée pendant plus de 8 mois. Je l'ai utilisée chaque fois que j'ai vendu un objet que j'aimais pour vous donner de l'argent. Je l'ai utilisée chaque fois que j'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à ce que mes pieds saignent. Je l'ai utilisée quand j'ai vendu l'alliance que mon mari m'avait donnée, la dernière chose qu'il me restait de lui, pour compléter le virement dont vous aviez besoin. Et sais-tu ce que j'ai reçu en échange de toute cette compassion? Un message de 5 mots me disant que vous n'aviez plus besoin de moi. Ce message était aussi mon idée, a avoué Sophia, la voix réduite à un murmure. J'ai dit à Ethan de l'écrire. J'ai pensé que si nous coupions la communication avec toi pendant un certain temps, tu n'aurais pas l'occasion de nous demander de rembourser l'argent. J'ai pensé que nous pourrions simplement nous éloigner, profiter de la maison, et éventuellement te recontacter quand nous aurions besoin d'autre chose. Peut-être pour les études de nos enfants dans le futur. La froideur de cette confession m'a laissé sans voix. Ils avaient prévu de m'exploiter sur le long terme. Ce n'était pas seulement une question de maison. Il s'agissait d'établir un schéma où j'étais la ressource familiale vers laquelle ils pouvaient se tourner chaque fois qu'ils voulaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas s'offrir eux-mêmes. Est-ce qu'Ethan sait que tu es ici? Non, il est à la maison en train de passer des appels désespérés. Il pense que je suis chez mes parents à les supplier de vendre quelque chose, d'hypothéquer leur maison, n'importe quoi. Mais je suis venu ici parce que je sais qu'il ne va pas supplier. Son orgueil ne le lui permettrait pas. Mais je n'ai plus d'orgueil en ce moment. J'ai seulement de la peur. Peur de quoi? De perdre la maison. De devoir vivre dans un endroit plus modeste comme le reste des gens normaux. Peur qu'Ethan me rejette la faute pour tout cela. Peur que notre mariage ne survive pas à la perte de tout ce que nous avons. Peur de devoir admettre à ma famille et à mes amis que la vie parfaite que je montrais sur les réseaux sociaux était un mensonge construit avec l'argent de quelqu'un d'autre. La voilà, la vraie vérité. Elle ne se souciait pas de m'avoir blessé. Elle ne se souciait pas de la relation entre Ethan et moi qu'elle avait aidé à détruire. Elle se souciait de son image, de son mariage, de son statut social. Même dans ce moment d'honnêteté supposée, elle était toujours fondamentalement égoïste. Sophia, je vais te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Toi et Ethan avez construit votre relation sur des bases pourries. Vous avez construit votre vie sur la manipulation, la cupidité et l'exploitation. Une maison, quelle que soit sa taille ou sa beauté, ne peut pas soutenir un mariage qui n'a pas de vraie valeur. Si ta relation avec Ethan est détruite parce que vous avez perdu des biens matériels, c'est qu'elle n'a jamais été une vraie relation au départ. Mais nous pouvons changer. Je peux changer. Si tu nous donnes une chance de plus, je te promets que nous serons différents. Nous te rembourserons chaque centime. Nous t'intégrerons dans nos vies. Nous ferons en sorte que tu fasses partie de la famille comme tu aurais dû l'être dès le début. Des promesses, Sophia. Ta monnaie d'échange est faite de promesses vides. Ethan m'a promis que le premier prêt serait remboursé en 2 mois. Il m'a promis que chaque demande supplémentaire serait la dernière. Il m'a promis que lorsque j'aurai des petits-enfants, je serai une grand-mère présente dans leur vie. Chaque promesse s'est évaporée dès que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Pourquoi devrais-je croire que cette fois-ci serait différente? Sophia s'est levée, marchant vers l'endroit où j'étais assise. Elle s'est agenouillée devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Le geste était dramatique, presque théâtral.
parce que cette fois-ci, nous perdons tout. Cette fois-ci, les conséquences sont réelles. Cette fois-ci, nous n'avons nulle part ailleurs où nous tourner. S'il te plaît, Catherine, je t'en supplie, aide-nous une dernière fois. J'ai retiré mes mains des siennes, fermement mais sans violence. Sophia, relève-toi. Relève-toi et écoute-moi bien, car c'est la dernière chose que je vais te dire. Je ne vais pas vous sauver. Je ne vais pas appeler la banque. Je ne vais pas contracter un autre prêt. Je ne vais plus rien vendre. Je ne vais absolument rien faire pour vous empêcher de perdre cette maison. Et sais-tu pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis cruel. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon fils. C'est parce que vous aider maintenant serait l'acte le plus nuisible que je pourrais commettre à votre égard. Ce serait vous dire que peu importe la façon dont vous traitez les gens, il y aura toujours quelqu'un pour vous sauver de vos propres décisions. Ce serait vous enseigner que la manipulation fonctionne, que l'exploitation porte ses fruits, qu'il n'y a pas de réelles conséquences à l'abus. Sophia s'est relevée lentement. Les larmes avaient cessé de couler. À leur place, j'ai vu quelque chose de plus familier sur son visage. De la rage. Le masque de la femme repentante tombait, révélant la vraie Sophia en dessous. Tu es une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de voir son fils heureux. Voilà ce que tu es. Tu es jalouse qu'Ethan m'ait choisi plutôt que toi. Tu es jalouse de notre jeunesse, de notre vie, de notre avenir. Et maintenant, parce que tu ne peux pas avoir ce que nous avons, tu veux le détruire. Elle était là, la vraie femme, celle qui avait toujours été là, cachée derrière des sourires hypocrites lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Si c'est ce que tu as besoin de croire pour dormir la nuit, fais donc. Mais la vérité, Sophia, c'est que je ne t'envie rien. Je regarde ta vie et j'y vois du vide déguisé en luxe. J'y vois une relation sans réelle profondeur. J'y vois deux personnes qui confondent les possessions avec le bonheur. Et je ressens de la pitié, pas de l'envie. De la pitié. Ethan avait raison à ton sujet, a craché Sophia. Il a dit que tu étais devenu aigri depuis la mort de son père. Il a dit que tu lui en voulais probablement d'avoir une vie alors que tu n'avais plus personne. Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient comment Ethan me percevait réellement. Pour lui, j'étais juste une veuve solitaire et aigrie, non pas une femme entière avec sa propre vie, ses propres sentiments, sa propre dignité. Il est temps que tu partes, Sophia. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas promis de nous aider. Alors tu risques de rester ici longtemps, car cette promesse ne viendra jamais. Sophia m'a regardé avec une haine pure. Il n'y avait plus de larmes, plus de colère feinte. Tu vas payer pour ça. D'une manière ou d'une autre, tu vas payer. J'ai déjà payé, Sophia. J'ai payé avec 180 000 $. J'ai payé avec ma tranquillité d'esprit. J'ai payé avec mes biens les plus précieux. J'ai payé avec 8 mois de ma vie passée à financer votre fantasme. J'ai déjà payé plus que ce que je devais. Maintenant, c'est à votre tour de payer les conséquences de vos actes. La porte s'est refermée derrière elle avec un fracas qui a fait trembler les murs. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crisser tandis qu'elle s'éloignait beaucoup trop vite dans ma rue calme. Je suis resté debout au milieu de mon salon, digérant tout ce qui venait de se passer. La confrontation que j'avais redoutée, que j'avais imaginée des centaines de fois, avait enfin eu lieu, et j'en étais sorti sans céder, sans m'effondrer, sans retourner à mes anciens travers. Mon téléphone a sonné. C'était Jonathan. Catherine, je voulais juste t'informer. Ethan a essayé de contacter directement le directeur de la banque aujourd'hui. Il a proposé sa voiture dans le cadre du paiement, ainsi que plusieurs de ses effets personnels. Ils lui ont dit que rien de tout cela ne suffisait à couvrir la dette. Il a jusqu'à demain midi, soit une prolongation de 12 heures par rapport au délai initial, parce que le directeur lui a accordé une prolongation de courtoisie. Est-ce qu'une prolongation va changer quelque chose? Non, à moins qu'il n'obtienne 120 000 $ dans les prochaines heures, ce qui est pratiquement impossible. La procédure de saisie commencera demain après-midi. L'avis d'expulsion sera envoyé et ils auront environ 2 semaines pour libérer les lieux. 2 semaines. En 2 semaines, Ethan et Sophia allaient faire leur carton, laissant derrière eux le manoir qu'ils avaient cru être leur dû, confrontés à la réalité que les actes ont des conséquences. Merci de me tenir informé, Jonathan. Catherine, comment vas-tu, sur le plan émotionnel? C'était une bonne question.
Comment allais-je? Triste pour la relation avec mon fils qui ne s'en remettrait probablement jamais. Soulagé que le cycle d'exploitation ait enfin pris fin. Effrayé par ce que mon avenir signifiait sans Ethan. Mais aussi, et cela me surprenait, j'étais en paix. Je vais bien, Jonathan. Mieux que je ne l'ai été depuis bien longtemps. Le matin du dernier jour est arrivé avec un calme étrange. Je me suis réveillé tôt, avant le lever du soleil, et je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond de ma chambre. Quelque part dans la ville, à 40 minutes de là, Ethan et Sophia n'avaient probablement pas dormi de la nuit. Ils avaient sans doute passé les dernières heures à passer des appels désespérés, cherchant des miracles qui n'arriveraient pas, se raccrochant à un espoir qui s'amenuisait à chaque minute qui passait. Je me suis levé et j'ai suivi ma routine matinale avec un calme qui me surprenait. J'ai préparé du café, fait des toasts et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine pour regarder le soleil se lever. Les oiseaux chantaient comme si c'était un jour ordinaire. Pour eux, c'en était un, pour le monde entier aussi. Seulement pour 3 personnes dans cette ville, cette journée marquait un avant et un après. À 9 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Madame Miller. La voix était masculine, professionnelle et inconnue. Oui, c'est moi. Mon nom est Alfred Clark. Je suis un ami d'Ethan. Il m'a demandé de vous contacter. Il dit que vous ne répondez pas à ses appels. Bien sûr, Ethan envoyait maintenant des émissaires, des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, qui n'avaient entendu que sa version des faits, qui m'appelaient en pensant que j'étais la mère irrationnelle abandonnant son fils dans le besoin. Monsieur Clark, j'apprécie votre intérêt pour mon fils, mais il s'agit d'une affaire de famille privée. Je ne vais pas en discuter avec des inconnus. Je comprends, madame, mais Ethan est désespéré. Il m'a dit qu'il y avait un malentendu avec un prêt et que vous êtes la seule à pouvoir le résoudre. Il est prêt à signer n'importe quel document que vous voulez, à fixer n'importe quelle condition de remboursement, tout ce qui est nécessaire. Il a juste besoin que vous réactiviez les paiements en attente. Est-ce qu'Ethan vous a dit combien d'argent je lui ai donné au cours des 8 derniers mois? Il y a eu un silence. Il m'a dit que vous aviez aidé pour l'apport initial de la maison. Vous a-t-il dit que j'avais vendu tout ce que je possédais? Vous a-t-il dit que je m'étais endetté au point de ne plus pouvoir payer mes propres factures de base certains mois? Vous a-t-il dit que le lendemain du dernier virement, il m'a envoyé un message me disant qu'il n'avait plus besoin de moi? Un autre silence, plus long cette fois. Non, madame. Il ne m'a pas dit cela. Alors vous ne connaissez pas toute l'histoire, monsieur Clark. Et je vous suggère de demander des détails à mon fils avant de passer d'autres appels en son nom. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Un autre numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a continué de sonner pendant l'heure qui a suivi, différents numéros, différentes personnes, probablement tous des amis ou des connaissances d'Ethan qu'il avait recrutés dans sa campagne de dernière minute pour me faire changer d'avis. À 10 heures du matin, j'ai reçu un message de Suzanne, la femme de William, Catherine. Ethan a encore appelé William ce matin. Et nous supplie d'intervenir. William lui a dit non, qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes. Ethan lui a crié dessus et a raccroché. Je voulais juste que tu saches que nous continuons à te soutenir. J'ai répondu par un simple merci. Je ne faisais pas confiance à ma capacité à écrire davantage sans être submergé par l'émotion. À midi, Jonathan m'a appelé. Catherine, le délai vient d'expirer. Ethan et Sophia n'ont pas obtenu l'argent. La banque lance formellement la procédure de saisie. Les avis seront envoyés cet après-midi. Ils ont 14 jours pour libérer la propriété. Je comprends. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Comme tu es la personne qui a payé la majorité de la propriété et que le prêt était à ton nom, la banque t'offre la possibilité d'acquérir le bien pour le montant restant. En gros, tu pourrais payer les 120 000 $ restants et la maison serait légalement à toi. Je suis resté silencieuse à digérer cette information. Je pouvais avoir la maison. Je pouvais devenir la propriétaire de ce manoir de Highland Park que j'avais financé de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Je pouvais expulser Ethan et Sophia et garder la propriété en guise de compensation pour tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais je ne voulais pas de cette maison. Je ne l'avais jamais voulu. Cette maison représentait tout ce qui n'allait pas dans la relation avec mon fils.
Elle représentait la cupidité, la manipulation, les valeurs déformées. Y vivre serait comme habiter dans un monument érigé à ma propre douleur. Cela ne m'intéresse pas, Jonathan. Laisse la banque faire ce qu'elle doit faire avec la propriété. C'est compris. Je dois aussi t'informer qu'il est possible que tu récupères une partie de l'argent que tu as investi lorsque la banque vendra la propriété. Car tu es un créancier de premier rang dans ce cas. Tu as droit à une partie des fonds une fois que la dette de la banque sera couverte. Cela m'intéressait, non pas par cupidité, mais par survie. J'avais besoin de cet argent pour payer les dettes que j'avais accumulées. J'avais besoin de reconstituer les économies que j'avais détruites. J'avais à nouveau besoin de stabilité financière. S'il te plaît, occupe-t'en, Jonathan. Je te fais confiance. Je m'en occupe. Et Catherine, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que cela fait mal maintenant, mais à long terme, c'était nécessaire. Après avoir raccroché avec Jonathan, je suis sorti dans le jardin. Les rosiers dont j'avais recommencé à m'occuper montraient des signes de rétablissement. De nouveaux bourgeons commençaient à apparaître parmi les branches que j'avais taillées. La vie revenait lentement, avec patience, avec des soins constants. J'ai entendu une voiture s'arrêter devant ma maison. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé vers l'avant et j'ai vu la voiture d'Ethan. Cette fois, il n'était pas seul. Sophia était avec lui. Je les ai vus sortir du véhicule, leurs mouvements tendus, leurs visages marqués par le manque de sommeil et le stress. Je ne suis pas allé à leur rencontre. Je suis resté dans l'arrière-cour à attendre. J'ai entendu la sonnette, puis les coups à la porte, puis la voix d'Ethan m'appelant. « Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est là. S'il te plaît, nous devons parler. C'est urgent. » Je suis resté immobile, les mains encore dans la terre du jardin, sentant sa texture entre mes doigts. Les coups sont devenus mais insistants. J'ai entendu Sophia aussi, la voix brisée, « Catherine, s'il te plaît, nous voulons juste parler. Donne-moi une chance de m'excuser correctement. » Au bout de 10 minutes, je les ai entendus contourner la maison. Ils sont apparus dans l'arrière-cour, me voyant agenouillé près des rosiers. Ethan avait l'air terrible. Il avait de profondes cernes sous les yeux, ses vêtements étaient froissés comme s'il avait dormi dedans, ses cheveux en bataille. Sophia n'avait pas meilleure mine. Toute sa prestance habituelle avait disparu. Ethan s'est approché lentement, comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. « S'il te plaît, nous devons en parler. La banque nous a notifié. Nous avons 2 semaines pour quitter la maison. Maman, c'est réel. Nous allons tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre, Ethan. Vous allez perdre une maison. Une maison que vous n'auriez jamais dû avoir au départ parce que vous ne pouviez pas la payer vous-même. Comment peux-tu être si froide? Je suis ton fils. Ton fils unique. Et tu es mon unique fils, ai-je répondu, sentant ma voix se briser pour la première fois. Je suis la femme qui t'a donné la vie, qui t'a élevé, qui t'a aimé inconditionnellement, qui a tout sacrifié pour toi pendant 69 ans. Et quand j'ai enfin eu besoin que tu me traites avec un minimum de respect et de gratitude, tu m'as jeté comme un déchet. Ethan a reculé d'un pas, comme si je l'avais frappé physiquement. Je ne pensais pas ce que j'ai écrit. Le message. J'étais frustré. J'étais stressé. Je ne pensais pas que tu le prendrais si littéralement, maman. Ce n'était pas seulement le message, Ethan. C'était 8 mois passés à être traité comme un distributeur de billets. C'étaient les visites qui n'avaient jamais lieu à moins que tu n'aies besoin d'argent. C'étaient les promesses non tenues les unes après les autres. C'étaient les mensonges sur le remboursement du prêt initial. C'était la façon dont Sophia me traitait, comme si j'étais moins que rien. Le message a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le vase se remplissait depuis longtemps. Sophia a fait un pas en avant, essayant de me prendre les mains. Je les ai retirés. Catherine, j'ai déjà tout dit à Ethan. Je lui ai confessé que c'était moi qui l'avais manipulé pour te demander de l'argent constamment. Je lui ai dit que c'était moi qui avais conçu le message pour t'éloigner. Il est en colère contre moi. Il est blessé. Mais nous pouvons encore régler cela en famille. Le régler comment, exactement? En me poussant à contracter un autre prêt que je ne peux pas rembourser? En me faisant vendre autre chose que je n'ai pas? Je n'ai plus rien à donner, Sophia.
Tu m'as vidé complètement. Ethan est tombé à genoux sur l'herbe. Maman, je t'en supplie. Je sais que j'ai été un mauvais fils. Je sais que je ne t'ai pas traité comme tu le mérites, mais donne-moi une chance de me rattraper. Si tu m'aides cette dernière fois, je passerai le reste de ma vie à te rembourser pour tout, financièrement, émotionnellement, tout. Le voir à genoux en train de pleurer et de supplier aurait dû m'émouvoir. Cela aurait dû activer tous ses instincts maternels de protection, de sauvetage, d'autosacrifice. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Je voyais clairement que l'aider maintenant reviendrait à perpétuer le cycle. Ce serait lui apprendre que les larmes de dernière minute effacent des mois d'abus. Ce serait confirmer qu'il pouvait me traiter comme il le voulait parce qu'au bout du compte, maman finirait toujours par céder. Ethan, relève-toi. Il m'a regardé depuis le sol, de l'espoir mêlé de désespoir dans les yeux. Relève-toi et écoute-moi bien. Je ne vais pas t'aider à sauver cette maison. Je ne vais pas appeler la banque. Je ne vais rien faire pour inverser ce qui est déjà en marche. Et je vais te dire pourquoi. Ethan s'est relevé lentement, essuyant ses larmes du revers de la main. Sophia est restée à ses côtés, immobile, attendant mes paroles comme quelqu'un qui attend une sentence. Je vais te dire pourquoi je ne vais pas t'aider, mon fils. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que je veux te voir souffrir. C'est parce que t'aider maintenant serait l'acte le plus destructeur que je pourrais commettre contre toi. Ce serait te voler la seule chance que tu as de devenir l'homme que ton père rêvait que tu sois. Maman, s'il te plaît, non. Laisse-moi finir. Ton père, que Dieu ait son âme, me disait quelque chose quand tu étais petit. Il disait que sa plus grande peur n'était pas que la vie te frappe, mais que tu n'apprennes jamais à te relever de ces coups parce que nous serions toujours là pour t'empêcher de tomber. Et il avait raison. J'ai passé toute ta vie à être ton filet de sécurité, ton radeau de sauvetage, ta solution à chaque problème. Et en faisant cela, je t'ai retiré quelque chose d'inestimable. Je t'ai retiré l'opportunité de développer ta propre force, ta propre résilience, ta propre capacité à faire face aux conséquences. Ethan secouait la tête, les larmes continuant de couler. C'est différent, maman. Ce n'est pas une leçon de vie. C'est perdre notre maison. Non, Ethan. Ce n'est précisément une leçon de vie. C'est apprendre que l'on ne peut pas construire un château avec l'argent des autres et s'attendre à ce qu'ils tiennent debout. C'est apprendre que les gens ne sont pas des ressources jetables. C'est apprendre que tes actions ont un poids, ont des conséquences, ont un coût. Et oui, ce coup va faire mal. Il va faire très mal. Mais cette douleur est le prix à payer pour devenir quelqu'un de meilleur. Sophia a enfin parlé, sa voix étant à peine un murmure. Et si nous ne survivons pas à cela? Et si cela détruit notre couple? Alors votre relation n'a jamais été assez solide au départ. Un vrai mariage construit sur un amour sincère et des valeurs partagées peut survivre à la perte d'une maison. Il peut survivre à l'adversité économique. Il peut survivre au fait de devoir tout recommencer. Si votre mariage ne peut pas résister à cela, c'est qu'il a été construit sur des fondations aussi fausses que celles de ce manoir que vous êtes sur le point de perdre. Tu es cruel, a dit Sophia. Tu caches ta cruauté derrière de jolis mots sur les leçons et la croissance, mais la vérité, c'est que tu apprécies cela. Tu apprécies de nous voir souffrir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si j'appréciais cela, Sophia, ma poitrine ne me ferait pas mal à chaque fois que je respire. Je n'aurais pas pleuré toutes les nuits cette semaine pour la relation avec mon fils qui ne se remettra probablement jamais. Je ne serais pas debout ici, sentant mon cœur se briser en deux pendant que je regarde Ethan supplier. Le fait de faire ce qui est juste ne signifie pas que cela ne fait pas mal. Cela signifie que j'aime mon fils assez pour lui permettre de faire face aux conséquences qui feront de lui une personne meilleure. Même si cela signifie qu'il me déteste pour le reste de sa vie. Ethan s'est approché de moi, posant ses mains sur mes épaules. Je ne pourrai jamais te détester, maman. Tu es ma mère. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Ethan? Ou est-ce que tu aimes ce que je peux faire pour toi? Parce que ces 8 derniers mois, la seule fois où j'ai eu de tes nouvelles, c'était quand tu avais besoin d'argent. La seule fois où tu m'as rendu visite, c'était quand tu avais une nouvelle demande. Les je t'aime étaient toujours accompagnés de demandes de prêt. Alors, pardonne-moi si je me demande si tu sais vraiment ce que signifie aimer quelqu'un ou si tu sais seulement utiliser ce mot pour manipuler. Ses mains sont retombées de mes épaules.
Il a reculé comme si je l'avais brûlé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, Ethan? J'ai vendu l'alliance que ton père m'avait donnée. J'ai vendu le dernier souvenir physique me reliant à l'amour de ma vie. Et sais-tu ce que tu m'as dit quand je t'ai transféré cet argent? Reçu. Merci. Même pas merci, maman. Juste merci. Comme si tu avais acheté un café pour un inconnu. Alors ne me parle pas de ce qui est juste. Le silence est tombé sur le jardin. Seul le chant des oiseaux et le bruit lointain de la circulation sur l'avenue principale se faisaient entendre. Ethan et Sophia se sont regardés, une conversation silencieuse passant entre leurs yeux. Finalement, Sophia a parlé. Alors, c'est tout. Il n'y a rien que nous puissions dire ou faire pour te faire changer d'avis. Non. D'accord. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. Alors, je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Elle a pris la main d'Ethan et a commencé à le guider vers la sortie du jardin. Ethan résistait, se retournant pour me regarder une dernière fois. Maman, si nous faisons cela, si nous perdons la maison et que nous recommençons à zéro, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu voudras faire partie de nos vies quand tu n'auras plus à nous donner d'argent? La question m'a transpercé comme une flèche. C'était la seule chose qui comptait vraiment, n'est-ce pas? Au-delà de l'argent, au-delà de la maison, au-delà de tout le drame et de la douleur, la vraie question était de savoir si nous pouvions encore être une famille. Ethan a hoché la tête lentement, assimilant mes paroles. Je comprends, et il me faudra probablement beaucoup de temps, peut-être des années, pour te pardonner cela et me pardonner d'en être arrivé là. Mais tu as raison. Je dois apprendre à résoudre mes propres problèmes. C'était tout ce que je voulais entendre depuis 8 mois. Sophia a tiré sur la main d'Ethan. Allons-y. Nous en avons assez entendu. Je les ai regardés s'éloigner à travers mon jardin, marchant vers leur voiture. Ethan s'est retourné une fois de plus avant d'y monter, levant la main pour un geste d'adieu qui semblait trop définitif. Ils sont montés dans la voiture et sont partis, me laissant seul dans le jardin avec mes pensées et mes rosiers en pleine convalescence. Je suis resté debout là pendant un long moment après leur départ. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et roses. C'était magnifique. Cela faisait des mois que je ne m'étais pas arrêté pour apprécier un coucher de soleil. J'avais été trop occupé à travailler, à m'inquiéter, à me sacrifier. Je suis entré dans la maison et je me suis préparé un dîner simple. J'ai mangé lentement, sans hâte, en savourant chaque bouchée. Ensuite, j'ai lavé la vaisselle à la main, même si j'avais un lave-vaisselle. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans ce processus, dans l'eau chaude, dans le mouvement répétitif. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Jonathan. Catherine. La banque a confirmé qu'Ethan et Sophia ont reçu l'avis officiel d'expulsion. La procédure sera finalisée dans environ 3 mois. Une fois la propriété vendue par la banque, tu recevras un chèque correspondant à la part qui te revient de la vente. D'après mes calculs, tu devrais récupérer entre 70 000 $ et 90 000 $. Ce n'est pas tout ce que tu as investi, mais c'est suffisant pour payer tes dettes et reconstituer tes économies. 70 000 $ à 90 000 $. Ce n'était pas les 180 000 $ que j'avais dépensés, mais c'était plus que ce que j'espérais récupérer. C'était suffisant pour recommencer. C'était suffisant pour retrouver de la stabilité. J'ai répondu, merci pour tout, Jonathan. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. C'est ce que font les amis, Catherine. Et ton mari était mon meilleur ami. Prendre soin de toi est ma façon d'honorer sa mémoire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je me suis assise sur le porche avant. Mes voisins passaient, certains avec leurs chiens, d'autres profitant simplement de l'air frais de la soirée. Madame Antonia, ma voisine d'à côté, s'est approchée. Catherine, quel plaisir de te voir ici. Cela fait des mois que je ne t'ai pas vue assise sur le porche. J'ai été occupé, Antonia, mais plus maintenant. Je suis ravi, tu as l'air différente, plus légère en quelque sorte. Elle avait raison. Je me sentais plus légère, comme si j'avais porté un poids invisible pendant des années, et que je l'avais enfin déposé. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Il n'y a pas eu d'appel désespéré d'Ethan, pas de message de Sophia. Il y avait un silence qui aurait pu être inconfortable, mais qui ressemblait plutôt à un espace nécessaire, un espace pour guérir,
pour assimiler, pour se transformer. J'ai utilisé ce temps pour renouer avec des amis que j'avais négligés, pour retourner au club de lecture dont je m'étais retiré parce que je ne pouvais plus payer la cotisation mensuelle. Pour me promener dans le parc qui était près de chez moi et que j'avais oublié d'exister, pour vivre ma propre vie au lieu de vivre uniquement pour financer celle de mon fils. 3 semaines après la confrontation finale dans mon jardin, j'ai reçu une lettre. Elle était d'Ethan, écrite de sa main, cette écriture que je reconnaîtrais entre mille. Maman. Nous vivons dans un petit appartement maintenant. 2 chambres, une salle de bain. Rien à voir avec le manoir, mais c'est le nôtre. Enfin, il est en location, mais nous le payons nous-mêmes avec nos propres salaires. Sophia a dû vendre la plupart de ses sacs de marque et de ses chaussures chères. J'ai vendu ma voiture et j'en ai acheté une d'occasion. Nous vivons avec un budget strict pour la première fois de notre vie. Et tu sais quoi, maman? C'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur d'une manière étrange. Je n'ai pas à maintenir des apparences que je ne peux pas m'offrir. Je n'ai à impressionner personne. Je dois juste être moi-même. Je suis toujours en colère contre toi. Ce qui s'est passé fait toujours mal, mais je commence aussi à comprendre pourquoi tu l'as fait. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour te pardonner complètement. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de grandir grâce à cela. J'essaie d'être l'homme que papa voulait que je sois. Avec un amour complexe, Ethan. J'ai lu la lettre 3 fois. Il y avait de la douleur dans ces mots, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait le début d'une prise de conscience, le premier bourgeon d'une véritable maturité. Ce n'étaient pas des excuses complètes, ce n'était pas une réconciliation immédiate, mais c'était un début. J'ai répondu par ma propre lettre. Ethan, je suis heureuse de savoir que tu trouves ton chemin. La vraie fierté ne vient pas des biens que l'on possède, mais du fait de savoir que l'on peut subvenir à ses propres besoins. Ton père serait fier des mesures que tu prends. Je le suis aussi. Et quand tu seras prêt, quand tu seras vraiment prêt à construire une relation basée sur le respect mutuel et non sur le besoin financier, je serai là. Je serai toujours ta mère, cela ne changera jamais. Avec un amour inconditionnel, mais avec les limites nécessaires, maman. 6 mois plus tard, j'ai reçu le chèque de la banque. 85 000 $. J'ai payé toutes mes dettes. Chaque prêt, chaque facture en retard, chaque centime que je devais. Ce qui restait, je l'ai placé sur un nouveau compte d'épargne, un compte que je me suis promis de ne jamais toucher, sauf pour moi-même. Avec l'argent restant après avoir payé les dettes, j'ai embauché quelqu'un pour refaire entièrement mon jardin. Les rosiers de mon mari ont été taillés par un professionnel. Le système d'irrigation a été réparé. De nouvelles fleurs ont été plantées. Ma petite maison est devenue un havre de paix qui m'appartenait vraiment. 1 an après le jour où tout avait changé, je travaillais dans le jardin quand j'ai entendu une voiture s'arrêter. J'ai levé les yeux et j'ai vu Ethan descendre. Il venait seul. Il avait l'air différent, plus mince, avec quelques cheveux gris qu'il n'avait pas auparavant. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De l'humilité. Une réelle maturité. Salut, maman. Salut, mon fils. Je peux entrer? Tu peux toujours entrer. Nous sommes entrés dans la maison. J'ai préparé du thé pour nous deux. Nous nous sommes assis dans le salon où tout avait commencé, là où j'avais signé les premiers papiers du prêt il y a si longtemps. Maman, je suis venu te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir utilisé. Je suis désolé de t'avoir manqué de respect. Je suis désolé d'avoir permis à Sophia de mal te traiter. Je suis désolé de t'avoir envoyé ce terrible message. Je suis désolé pour tout. Des larmes coulaient sur son visage. Celles-ci étaient différentes des larmes de ce jour-là dans le jardin. Celles-là avaient été des larmes de désespoir, celles-ci étaient des larmes de sincère regret. Et Sophia? Sophia et moi sommes en thérapie. Nous travaillons sur nous-mêmes, sur notre mariage, sur nos valeurs. Ce ne sera pas facile. Nous avons beaucoup de dégâts à réparer, mais nous essayons. Et une partie de cela, c'est qu'elle veut aussi s'excuser auprès de toi. Pas aujourd'hui, elle n'est pas encore prête. Mais un jour. J'accepte tes excuses, Ethan. Et je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Je sais, maman.
Et c'est ce qui rend tout cela plus difficile. Savoir que tu m'as toujours aimé, même quand je ne méritais pas cet amour. Nous avons passé l'après-midi à discuter. À vraiment discuter. Pas seulement à échanger des mots superficiels. Il m'a parlé de sa vie, de son travail, de ses difficultés, de ses petites victoires. Je lui ai parlé de mon jardin, de mes amis, de ma paix retrouvée. Quand il est parti en fin d'après-midi, nous nous sommes serrés dans les bras à la porte. Une véritable étreinte. Pas l'une de ces étreintes rapides et obligatoires. Une étreinte qui disait que peut-être, juste peut-être, nous pourrions retrouver le chemin l'un vers l'autre. J'ai refermé la porte et je suis retourné dans mon jardin. Les rosiers étaient en pleine floraison, beaux et vigoureux. Ils avaient survécu à la négligence. Ils avaient survécu à une taille presque jusqu'à la racine, et maintenant ils fleurissaient plus magnifiquement que jamais. Je me suis agenouillé près d'eux, touchant doucement les pétales. Mon mari aurait été fier. Fier de ces roses qui refusaient de mourir. Fier de moi pour avoir enfin trouvé ma force. Fier d'Ethan pour avoir commencé à trouver la sienne. La vie n'était pas parfaite. La relation avec mon fils ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été. Il y avait des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Mais il y avait quelque chose de nouveau qui grandissait à leur place, quelque chose de plus fort, de plus honnête, de plus réel. Et tandis que le soleil se couchait sur mon jardin, sur ma petite maison qui avait toujours été suffisante, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. J'ai senti que j'étais enfin rentré chez moi. Non pas dans un manoir à Highland Park, non pas dans un symbole de statut ou de réussite matérielle, mais chez moi, en moi-même, retrouvant ma propre force, ma propre lumière que plus personne n'éteindrait jamais. Et cela, je l'ai découvert, valait bien plus que tout l'argent du monde.